parle régulièrement de nos jours de l'importance du mental chez les athlètes de haut niveau pour réaliser des exploits sportifs. Je m'appelle Sébastien Bruno-Durand, je suis préparateur mental et à l'initiative de ce podcast, parlons de votre mental. Mon objectif est d'aller à la rencontre d'athlètes, mais aussi d'artistes, de chefs d'entreprise, de managers, d'étudiants et diverses professions pour les interroger sur les ressources psychologiques qu'ils utilisent au quotidien pour être performants dans leurs projets et bien dans leur basket tout au long de l'année. Vous pourrez découvrir des invités qui nous parleront de leur parcours, de leur définition du mental, des ressources psychologiques qu'ils utilisent pour développer confiance, motivation, détermination, gestion des émotions et des échecs et surtout leur capacité à rebondir, toujours aller plus haut, plus loin en restant positif. À votre tour, vous pourrez expérimenter leurs recettes dans votre quotidien pour booster votre mental. Allez, c'est parti, parlons de votre mental avec notre invité du jour. Bonjour Morgane. Bonjour. Alors, je suis ravi de t'accueillir ce matin sur le podcast Parlons de votre mental et ravi de pouvoir échanger avec toi sur ce que tu fais dans la vie. Donc, je sais que du coup, tu es dans le domaine du digital, dans l'accompagnement d'athlètes dans ce domaine-là et je sais que tu as conçu une formation dernièrement à destination des athlètes pour les aider du coup à mieux communiquer sur leur image et aussi du coup par la même occasion à trouver des sponsors. Voilà donc tout ce que je sais de toi, mais écoute, je vais te laisser la main pour mieux te présenter toi-même. Déjà, merci pour l'invitation, c'est super sympa de me laisser la parole. Donc comme tu disais, donc je m'appelle Morgane, je suis community manager du coup spécialisée dans le sport. Donc je vais accompagner des athlètes, des clubs, des événements sportifs, des entreprises qui vont vendre des produits ou des services sportifs. Et donc je les accompagne en fait pour développer leurs réseaux sociaux, pour les aider à atteindre leurs objectifs. Donc ça va être pour les athlètes notamment trouver des sponsors, du financement, etc. Mais aussi faire des ventes pour les entreprises, se faire connaître, etc. Et j'ai sorti, du coup, il y a moins d'un mois, donc c'est tout frais, j'ai sorti une formation justement pour aider les athlètes de haut niveau à gérer leurs réseaux sociaux tout seuls. Donc c'est une formation qui est en ligne et qui va leur apprendre vraiment étape par étape d'une façon très très concrète avec plein de tutoriels, plein de fichiers bonus à télécharger qui leur mâchent un petit peu le travail pour les aider du coup à développer leur réseau de manière simple et surtout très efficace parce que forcément ils n'ont pas beaucoup de temps pour gérer leur communication. Donc le but c'est aussi que ça aille vite et que ça soit bien fait. Donc voilà. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, comment tu t'es arrivé du coup à devenir community manager, comment ça se passe pour faire ce métier? Eh ben en fait, ça s'est fait assez tardivement dans le sens où j'ai pas tout de suite su ce que je voulais faire, tout simplement. Donc j'avais fait un bac ES, ensuite j'ai fait une licence web marketing, donc c'était vraiment de la création de sites, gestion des réseaux sociaux, etc., etc. Et j'avais aussi ce côté sport qui m'attirait, mais pas le côté sport entraînement, etc. Hein. Vraiment, je voulais rester plus sur le côté communication. Et du coup, je me suis dit après que j'allais me spécialiser, du coup, après ma licence, sur la partie sport pour avoir les deux casquettes, avoir la spécialité web plus la spécialité sport, bien comprendre les enjeux, les acteurs, comment ça fonctionne, etc. Et donc, du coup, j'ai intégré Amos, qui est une école de commerce de sport. Donc, j'ai intégré l'école de Bordeaux pour le master, donc 2 ans. Et en fait, suite à ça, donc j'ai obtenu mon diplôme en 2018. Ouais, c'est ça, en 2018. J'ai fait un stage dans la foulée dans un club de rugby en Pro D2 parce que j'ai eu l'opportunité et que même si j'étais diplômée, c'était plutôt une bonne occasion d'allonger mon CV, on va dire. Et suite à ça, en fait, donc on est en janvier 2019. J'avais pas de travail, je voulais rester dans le Sud-Ouest, mais donc pas monter sur Paris surtout. Et il y avait pas forcément d'opportunités, d'emploi, etc. Et j'avais l'idée de me lancer en freelance, mais honnêtement, je pensais faire quelques années en agence, en club, etc. pour me faire la main un petit peu. Et au final, j'avais rien, j'avais pas de chômage, donc financièrement, voilà, c'était le néant, on va dire. Et donc je me suis dit écoute Morgane, de toute façon t'as rien à perdre, donc lance-toi en freelance et puis si ça marche tant mieux, t'auras tout gagné. Si ça fonctionne pas, tant pis, tu trouveras autre chose. Et du coup ça fait 2 ans et demi et ça fonctionne plutôt pas mal, donc c'était une bonne idée. Comme quoi, il faut aussi savoir se lancer et puis pour aller de l'avant. Hein. C'est vrai que c'est très difficile. Souvent, le plus dur, je crois que c'est de se lancer en fait. Hein, quand on a une idée, savoir est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Mais bon,
tant qu'on n'essaye pas, on peut pas savoir si ça va marcher ou pas. Donc, j'ai envie de te dire, conseiller à tout le monde d'essayer. Et puis, on a bien vu, hein, les grandes fortunes de ce monde, souvent, ont connu énormément d'échecs. Je pense aux patrons d'Alibaba, notamment, avant de pouvoir faire fructifier leurs idées, les développer et ensuite en retirer des revenus. Mais bon, ça prend du temps, mais en tout cas, ça doit être hyper satisfaisant pour toi, je pense là. Ouais, du coup, parce que comme tu le dis, hein, moi je suis quelqu'un de très stressé, très angoissé. Donc se lancer comme ça en se disant qu'on n'a pas de sécurité financière, que bon, en soi on n'a rien à perdre non plus, mais c'est pas évident psychologiquement de se lancer. Et au final, je suis plutôt contente de l'avoir fait parce que je le sentais au fond de moi que j'avais envie de le faire, mais j'avais clairement très très peur. C'est ça qui me bloquait. Et à un moment, je me suis dit, bon, allez, stop, Morgane, t'arrêtes et tu te lances et on verra. Et au final, heureusement que je me suis pas trop écoutée non plus à ce moment-là, quoi. Ouais. Sinon, je pense que je sais pas ce que je ferais, mais j'en serais pas là. Et du coup, j'ai envie de te poser la question parce que t'en parles. Comment tu t'es débloqué à te lancer? J'ai arrêté de réfléchir, chose que je ne fais pas souvent, mais je réfléchis beaucoup trop. Et du coup, et je crois que c'est ça un moment qui a fait tilt. Je me suis dit, bon, stop, enfin, si je passais mes journées à me dire, ouais, mais imagine, il se passe ça ou il se passe ça, alors qu'en fait, je peux pas savoir ce qui va arriver au final, que ça soit dans le positif ou le négatif. Et à un moment, je sais pas, je me suis dit, stop, ça faisait que 15 jours que j'avais plus de travail, mais ça me faisait un petit peu... J'en avais marre de rien faire, de pas savoir où j'allais. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'avoir des objectifs, j'ai besoin de savoir où je vais. J'aime pas ne pas contrôler les choses. Et je me suis dit à un moment, prends la décision, arrête d'avoir peur, arrête de t'écouter. Et puis, si c'est pas la bonne, tu le sauras assez vite, quoi. Et au final, le jour où j'ai pris la décision, je me rappelle très bien, c'était un jeudi. C'était, je sais plus, autour du 15 janvier par là. J'ai pris la décision et j'ai contacté une personne avec qui j'avais été mise en relation durant mes années d'études. Et elle m'a dit, ah, mais je connais quelqu'un qui cherche du monde pour les réseaux sociaux, pour une agence, etc. Et en fait, 2 jours après, j'avais 8 clients d'une agence dans le sport. Donc, comme quoi, une fois que tu prends la décision, que tu es aligné avec ce que tu fais, les choses arrivent. Enfin, moi, je crois beaucoup à ça. Les choses arrivent naturellement si tu travailles et si tu y crois fort, quoi. Donc, au final, voilà. Ouais, super. J'ai eu beaucoup d'invités là qui parlaient d'alignement. Et tu vois ça comment, toi, l'alignement? Moi, je suis très axée là-dessus aussi. Je pense vraiment que les choses n'arrivent pas par hasard, que si dans ta tête, t'es au clair avec tes objectifs, que tu sais ce que tu veux, que tu y crois et que t'es positif et que tu travailles surtout, parce qu'on va pas se mentir, il suffit pas de penser, il faut aussi bosser, mais si tu travailles pour, il n'y a pas de raison, enfin, il y a toujours un chemin. Je veux dire, on peut se planter, c'est sûr moi, je me suis plantée, j'ai fait plein d'erreurs, mais si tu veux vraiment faire ça, tu te plantes, tu réfléchis à ce que tu as fait de mal et tu rectifies, tu prends des nouvelles directions et au final, si tu y crois vraiment, tu finis toujours par y arriver, quoi. Peu importe par quel chemin. Mais moi, je suis très, ouais, je suis très dans l'alignement, c'est-à-dire que je vais pas faire quelque chose quand c'est pas dans mes valeurs, quand ça me rend pas heureuse. Je veux dire, je préfère avoir, je dis n'importe quoi, 5 clients, mais être très en phase avec eux, être très aligné avec eux et prendre du plaisir à faire ça, plutôt que d'en avoir 15 et au final ne pas être heureuse, faire les choses un peu à contre-cœur, etc. Je suis, ouais. L'alignement, je pense que c'est important et de toute façon, on ne travaille jamais bien, je pense, quand on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, on n'est pas heureux en tout cas. Ouais, je suis d'accord avec toi en fait. Après, parfois, c'est souvent difficile aussi parce qu'il faut avoir cette capacité de ressentir aussi qu'on n'est pas heureux dans ce qu'on fait pour pouvoir aussi s'en séparer et pouvoir aller de l'avant, quoi. Mais voilà, parfois ça prend un peu de temps aussi, mais ça veut dire que c'est important aussi de se connecter à ce qu'on ressent soi-même. Ouais, je pense qu'il faut déjà se connaître, savoir. Moi, je sais que ça m'arrive souvent de me poser, j'allais dire une fois par mois, peut-être pas, une fois tous les 2 mois, et de me dire, ok, là, tu fais un petit bilan. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui t'a plu sur les 2 derniers mois? Qu'est-ce que t'as pas aimé faire? Qu'est-ce que t'as aimé faire? Qu'est-ce qui t'a pesé? Qu'est-ce qui t'a stressé? Et après, je fais le ménage, quoi, entre guillemets. Ouais, c'est une super méthodologie que j'invite vraiment tout le monde à faire, hein, au final, parce que du coup, c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir avancer, quoi. On va parler de ton mental, si t'es d'accord. Ouais, oui. Alors, qu'est-ce que le mental pour toi? Qu'est-ce que le mental? Attends, il faut que je réfléchisse. Le mental, c'est
la capacité de gérer son esprit et de se mettre dans de bonnes conditions justement pour passer à l'action physiquement, j'ai envie de dire. Je pense que quand tu veux faire quelque chose, il suffit pas de le faire physiquement, il faut aussi que dans la tête ça soit bien, parce que si on prend, je vais prendre un exemple, ce sera plus facile parce que là c'est pas facile avec des mots, mais si on prend deux athlètes par exemple, si on prend un athlète, je sais pas, en triathlon, je dis n'importe quoi, à compétences égales, c'est-à-dire que physiquement ils ont eu exactement la même prépa, ils ont eu la même alimentation, ils ont eu le même sommeil, ils ont eu la même hydratation, enfin voilà, on va dire que c'est des jumeaux, ils sont exactement pareils. Je pense sincèrement que celui qui aura fait une préparation mentale, qui aura travaillé son mental, sera devant celui qui ne l'a pas fait. Parce que bah ça fait partie de la performance. Hein. La performance, c'est pas que le physique, c'est pas que les actions, c'est aussi le mental. Et du coup, si on est aligné avec ses objectifs, ce qu'on aime, ce qu'on fait, etc., forcément déjà on est plus heureux. Et en plus de ça, on va beaucoup plus loin que quelqu'un qui fait les choses entre guillemets. Alors j'allais dire sans réfléchir, c'est un peu fort comme mot, mais sans l'avoir préparé en tout cas. Tu parles de travailler son mental. Est-ce que tu travailles le tien? Ouais, alors je suis accompagnée ponctuellement par une coach quand j'en ressens le besoin. J'ai beaucoup travaillé, depuis 2 ans, notamment depuis que je me suis lancée, ma confiance en moi, parce qu'on va dire que j'étais... on peut pas être à 100%, hein, je dis pas qu'aujourd'hui j'ai confiance en moi à 100%, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'il y a 2 ans, déjà parce que j'ai grandi, parce que en lançant mon entreprise, forcément, je suis obligée aussi de passer par là. Je me rabaissais beaucoup, j'avais pas confiance en moi, j'osais pas assez, j'écoutais plus mes peurs qu'autre chose. Et donc ouais, je me suis fait accompagner, et de temps en temps, ponctuellement, quand il y a des moments où j'ai eu besoin, je me fais accompagner justement pour rebondir et puis pour clarifier les choses. Des fois, c'est vrai qu'on est un peu dans le brouillard et on voit pas le bout, alors qu'au final, de parler à quelqu'un d'autre, ça permet aussi de tout remettre au clair, de tout remettre à plat, et ça fait du bien de faire le ménage un petit peu, quoi. Ok, donc du coup, tu disais que tu avais principalement travaillé sur ta confiance en toi? Ouais, la confiance en moi, lâcher prise, accepter aussi de pas tout contrôler, relativiser. Je suis un peu stressée de la vie, on va dire, donc c'est vrai que si je contrôle pas les choses, c'est la catastrophe tout de suite. Donc j'apprends à faire ça, j'apprends à lâcher prise, à accepter que voilà, je peux pas tout contrôler, je contrôlerai pas les autres, ce que disent les autres, et que bah ça m'impactera parfois, mais voilà, il faut l'accepter, et ouais, voilà, qu'on maîtrise pas tout. Alors du coup, je suis un petit peu curieux. Comment tu t'y prends pour mettre au travail toutes ces choses-là? Bah après, il y a eu beaucoup d'étapes, hein, mais déjà arrêter ma petite voix dans la tête là que j'ai qui me parle à moi-même, arrêter de me rabaisser, de toujours voir le côté négatif. Ça a beaucoup aidé, ça, apprendre à être positive, à pas voir les problèmes avant qu'ils arrivent, à pas voir le négatif alors qu'il y a plein de choses positives à chaque fois à côté, et je les voyais pas tellement j'étais concentrée sur les pseudo-catastrophes qui pourraient se passer et qui parfois n'arrivent jamais en plus. Donc ouais, apprendre à voir le côté positif et à me contenter du moment présent, de ce que j'ai, et ne pas m'inventer des problèmes qui des fois n'arrivent jamais, quoi. Tu pourrais dire aujourd'hui que du coup, l'enthousiasme est primordial pour le mental. Bah primordial, je sais pas, mais je pense que oui, ça compte beaucoup, parce que déjà c'est quand même plus cool de s'axer sur le positif que sur le négatif dans la vie quotidienne. Et surtout, je trouve, après c'est un peu perché, mais je trouve que ça envoie des bonnes ondes. Je le vois de plus en plus que quand il m'arrive quelque chose d'un peu négatif, etc. Avant, j'avais quand même tendance à râler, voilà, en bonne française, gna gna gna, enfin voilà, à être un peu négative. Et au final, ça attire pas des ondes positives, parce que du coup, je suis négative, et mon entourage, du coup, ça va le rendre négatif aussi. Et à l'inverse, du coup, depuis que j'ai un peu cette technique qu'on m'avait donnée, même s'il se passe quelque chose de négatif, et du coup, je vais quand même essayer de me focaliser sur le positif. Et au final, ça se vérifie un peu. Il m'est toujours arrivé des trucs positifs à la suite. J'ai attiré d'autres choses, pas forcément ce que j'avais prévu, mais j'attire des choses positives à moi. Et par exemple, ce sera plus simple si je prends un exemple, mais pendant le Covid, du coup, donc vraiment au tout début du Covid, là au mois de mars, quand les premiers confinements sont arrivés, j'ai perdu beaucoup de clients, j'ai perdu 80% de mon chiffre d'affaires, parce que j'ai travaillé avec des événements sportifs, des choses comme ça, et donc tout le monde a arrêté d'un coup. Donc psychologiquement, déjà, c'était compliqué de ne plus avoir de travail quasiment. Financièrement, c'était compliqué aussi. Et il y a quelques années, je me serais dit, ok, c'est la fin du monde. Bon, je me le suis dit quand même pendant 1 ou 2 journées, faut pas se mentir, mais et après, je me suis dit, ok, Morgane, t'avais mis tous tes œufs dans le même panier, on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait? Et au final, j'ai diversifié mes revenus, j'ai sorti une formation, j'ai donné des cours en école, j'ai trouvé d'autres clients en community management.
j'ai un peu plus réparti aussi mon type de client pour avoir des personnes qui sont pas forcément dépendantes d'un lieu physique ou d'un événement, etc. Et au final, en 6 mois, on va dire, entre le mois de mars où le Covid a commencé et 6 mois après, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Et sans forcément, je me suis acharnée au travail, mais je veux dire, je pense que l'état d'esprit, il compte pour beaucoup et que du coup, les gens sont venus à moi, entre guillemets, naturellement. Mais je pense que si j'étais restée dans mon lit à pleurer pendant 6 mois, j'aurais pas eu les mêmes résultats, quoi. Donc finalement, on pourrait dire que on aurait pu regarder ça sous le mode échec, ce qui s'est passé, et que au final, avec une vision beaucoup plus positive des choses et du coup une ouverture d'esprit, tu as pu au contraire diversifier tes activités et finalement t'épanouir et rentabiliser tout ce que tu peux proposer, quoi. Ouais, c'est ça, totalement. C'était un échec en soi, hein. Enfin, un échec. Un échec, oui et non, parce que bon, c'était un événement extérieur et pour le coup, ça, je pouvais pas le contrôler, pardon, et personne ne le pouvait. Mais oui, de toute façon, il faut rebondir rebondir et de manière positive surtout, parce que sinon, je serais encore dans mon lit en train de pleurer, quoi. Si j'avais pas bougé, il faut passer à autre chose et avancer, quoi. Est-ce que le regard des autres, ça te parle? Est-ce que tu as en tout cas dans le temps de ton entreprise, là, avec sa construction, son développement, est-ce que tu as eu affaire à des gens qui finalement par leur regard étaient plus négatifs qu'autre chose et finalement ça a pesé sur tes choix, sur ton développement? Oui, oui, forcément. Enfin, plus avant que maintenant, parce que justement, j'essaie de me détacher de ça. Mais forcément, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. On a envie de plaire aux gens, on a envie que les gens nous soutiennent, soient d'accord avec ce qu'on fait, etc. Mais au final, plus j'avance et plus je me rends compte que si on fait ça, on n'avance pas, on n'est pas forcément heureux et surtout, il faut vivre pour soi et pas pour les autres, quoi. Donc j'ai fini par le comprendre et du coup, maintenant, je fais vraiment en sorte d'être alignée avec moi-même, avec ce que j'aime, ce que je veux faire, ce que j'ai envie de faire. Et surtout que ça soit en accord avec mes valeurs. Et quand je fais ça, moi, je me sens bien et c'est le principal. Si les autres ne l'acceptent pas ou ont un problème avec ça, après, ça n'a pas forcément un lien avec moi. C'est plus eux, leurs croyances et leurs valeurs. Mais tant que je suis respectueuse et que voilà, je fais ce qui me plaît, voilà. Mais oui, forcément, il y a eu des choses, même des petits pics qui sont pas forcément méchants à la base, mais tu mets des photos de toi sur les réseaux sociaux, tu fais des stories en face cam, tu fais ton influenceuse et tout. Je sais que c'est pour taquiner aussi. C'est vrai que parfois, je l'ai beaucoup pris à cœur au début et après je me suis dit, mais en fait, c'est mon entreprise. Donc si je communique pas, qui va le faire? Bon, ok, je le fais. Si ça dérange quelqu'un, tant pis pour eux, quoi. Je fais de mal à personne. Mais oui, forcément, c'est difficile et des fois, ça blesse encore, hein, c'est normal. Mais après, moi, tant que je suis alignée avec ce que je fais, tant pis pour les autres si ça leur plaît pas. J'ai envie de dire, c'est dommage pour eux. Après, je pense qu'il faut aussi savoir bien s'entourer. Il faut faire le tri, clairement. Forcément, si c'est. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents et une famille, hein, de manière générale, et qui me soutient et qui a toujours cru en moi et qui, peu importe ce que je faisais, a toujours été là, même si je tombais, on va dire. Mais je pense que c'est important aussi de faire le tri dans son entourage et que forcément, si on crée son entreprise ou si on veut être athlète de haut niveau ou peu importe, et que autour de soi, on a un conjoint, des parents, des frères et sœurs, des meilleurs amis qui passent leur temps à nous dénigrer, à nous dire qu'on n'y arrivera pas, etc. Forcément, c'est compliqué d'y aller parce que ça joue sur le mental. Donc, je pense aussi qu'il faut savoir faire le tri dans l'entourage qu'on peut trier et aussi faire comprendre aux personnes proches, comme les parents, qu'on ne peut pas supprimer de sa vie forcément. Faire comprendre aussi que c'est important pour soi et que ça les regarde pas et que vous assumerez les échecs seul, quoi. Mais c'est vrai que c'est mieux de s'entourer de personnes positives et qui vous soutiennent, quoi, pour aller plus vite et plus loin. Oui, ça c'est sûr que c'est l'idéal, hein. Après, on a tous connu des personnes qui, malgré tout le positif que ça peut retirer, vont toujours aller chercher, on va dire, le côté négatif. Ouais, mais bon, il y en a d'autres qui se sont lancés, qui l'ont déjà fait, ça a pas fonctionné, donc je vois pas pourquoi toi tu y arriverais. Ça, je crois qu'on a tous connu à un moment ou à un autre des personnes négatives. Et comme tu dis, je crois que il faut s'écouter soi et foncer, mettre en place des actions pour réussir et puis s'affranchir par des essais-erreurs pour aller vers son objectif. Ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Tout à fait.
Alors en tout cas, j'ai compris que désormais tu restais systématiquement positif dans ton quotidien, que tu avais appris du coup à gérer tes émotions, gérer ton stress pour aller de l'avant. T'as des trucs pour te motiver parce que du coup tu travailles quelque part un peu en freelance, un peu seul. Parfois c'est pas toujours simple de travailler seul, même si on est au contact des autres parce qu'on développe leur image ou voilà on participe à leur projet. Est-ce que tu as des trucs, toi, pour te motiver chaque jour? Ouais, alors déjà, enfin moi j'avoue que j'adore travailler seule. Enfin, je veux dire, je travaille bien mieux seule que ouais avec. Alors, je travaille avec d'autres personnes bien sûr, mais j'aime bien diriger les choses. Donc c'est vrai que ce format-là, moi, ça me va plutôt bien et j'ai pas trop de mal honnêtement à me motiver. Ça fait maintenant 2 ans et demi que je travaille depuis chez moi toute seule. Bon, bien sûr, des fois je me déplace pour voir des clients, mais c'est quand même assez rare. C'est pas plus d'une fois par mois. Et j'avoue que je me motive très facilement. Pourquoi? Parce que je sais pourquoi je le fais, parce que je suis alignée avec tout ça, parce que ça me plaît et que je vois pas les heures passer quand je travaille. Et je pense que la clé, enfin une des clés en tout cas, c'est de se fixer des objectifs. Moi, je sais que je m'en fixe tous les 3 mois à peu près. Enfin, je m'en fixe déjà à la fin de l'année pour l'année entière. Je sais à peu près chaque trimestre ce qui va se passer pour moi, quels sont mes objectifs, que ce soit en termes de, au début forcément trouver des clients, etc., ma communication, lancer mon site internet, lancer ma formation. Donc, je me fixe des objectifs tous les ans et après, je les redécoupe en petits objectifs pour avancer correctement. Et voilà, et comme c'est aligné avec qui je suis, ce que j'ai envie de faire, avec qui je veux bosser, avec qui je veux pas bosser et comment je veux le faire, j'avoue que j'ai pas trop de mal à me motiver, ça va assez vite. Après, si par exemple sur ma formation, là, j'ai quand même mis plus de 6 mois à la sortir, alors que concrètement, j'aurais très bien pu la sortir en 2 mois, mais j'avais extrêmement peur. C'était est-ce que ça va marcher? Si ça marche trop, je fais comment? Si ça marche pas, je fais comment? Et si ça plaît pas? Et si c'est trop cher? Et si c'est pas assez cher? Et comment je fais? Donc j'ai mis vraiment beaucoup trop de temps à la sortir, alors que sur la partie concrète, la partie opérationnelle, ça aurait pu aller beaucoup plus vite. Mais voilà, on en apprend tous les jours et je sais que la prochaine fois que je sortirai un produit comme ça, j'arrêterai de me poser 10 000 questions et je me lancerai beaucoup plus vite, quoi. Mais voilà, il y a encore du travail à faire, hein. Oui, en tout cas, moi, j'ai pu découvrir cette formation rapidement, en tout cas dans son concept. Et voilà, je trouve que c'est une super formation, une super idée. Aujourd'hui, moi, de mon côté, j'essaye d'aider aussi du coup, des athlètes en aidant via une société qui s'appelle Sport Funding, des athlètes du coup, à pouvoir récupérer en tout cas du mécénat, du sponsoring ou en tout cas des choses pour qu'ils puissent un petit peu s'appuyer sur des ressources financières pour vivre leur rêve olympique ou leur rêve d'un championnat du monde ou autre. Et ta formation elle est géniale quoi. Donc j'invite vraiment les athlètes à aller la découvrir et en plus enfin voilà, je veux dire comment dire ça, elle est non seulement elle est top, mais en plus elle est accessible donc au niveau pratique et au niveau financier, ce qui fait que du coup j'ai envie de te dire s'il y a des athlètes qui nous écoutent, allez-y, foncez, et allez découvrir cette formation et puis du coup je mettrai un lien parce que du coup moi je trouve que c'est une super idée en tout cas. Et Merci. je te remercie d'avoir fait ça pour les athlètes parce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui, moi qui viens du domaine du sport et qui aide un petit peu de temps en temps de manière philanthropique des athlètes qui n'ont pas de revenus. Je crois que ça va pouvoir les aider et les soutenir dans leurs projets sportifs parce que on va dire que même eux avec le Covid ils ont bien galéré. Ouais, merci beaucoup, c'est trop gentil ce que tu dis. Merci pour la petite pub. Voilà, c'est pas de la pub, hein, c'est des convictions. Enfin voilà, c'est une conviction que voilà, c'est nécessaire et utile aux athlètes de pouvoir se former sur leur communication, sachant que je vois, enfin voilà, je regarde beaucoup d'athlètes sur leur profil Instagram ou sur d'autres profils et il y en a beaucoup qui communiquent très mal et et je pense que du coup se former à avoir une bonne communication pour attirer des partenaires financiers, des entreprises. Je pense que ça s'improvise pas et qu'il faut être formé ou être accompagné pour le faire. Ouais. L'objectif du coup. Tu parlais de pression, de stress tout à l'heure.
Est-ce que comment tu t'y prends pour surmonter ton stress maintenant maintenant que t'as été accompagné, quels sont les outils que tu as du coup mis en place pour toi pour arriver à dépasser tout ça? Ouais, alors sur les moments vraiment où je me mets à paniquer, à stresser, à pas être bien, j'ai appris à faire de la respiration, donc vraiment à bien respirer, à souffler, à faire le vide, euh, accompagné un peu de méditation. Donc moi je le fais via des applications sur YouTube, des choses comme ça. J'écoute de la ASMR aussi, je sais pas s'il y en a, je sais qui détestent ça, mais moi ça me calme vraiment, ça me détend, j'adore ça. Et donc ouais, sur les moments vraiment de stress où je suis en mode panique, c'est des outils qui m'aident beaucoup parce que tout simplement ça me permet de faire le vide, de juste me centrer sur ma respiration et de penser à rien. C'est une chose qui n'arrive pas souvent. Je réfléchis beaucoup trop, donc ça fait du bien de temps en temps. Et après, bah, quand c'est vraiment des périodes, par exemple 1 ou 2 semaines où je sais que c'est chargé ou que je suis à fond, je stresse beaucoup, etc., et que ça passe à une vitesse folle, j'essaye de prendre un moment, même 2, 3 heures au moins dans la semaine, pour poser les choses à l'écrit. Je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Enfin, j'ai besoin d'écrire les choses. Je sais pas, ça peut paraître bête, mais j'ai besoin d'écrire les choses et du coup, je reprends le temps de me dire, ok, c'était quoi mes objectifs? Qu'est-ce qui s'est passé de bien, de pas bien, etc. Je refais un peu un bilan, on va dire, pour bah, relativiser en fait et me rappeler qui je suis, mes valeurs, pourquoi je fais ça et me rendre compte qu'au final, voilà, tout va bien, il y a rien de grave en général et euh, et que bah j'ai pas besoin de paniquer comme ça en fait. Mais ouais, c'est vrai que j'ai besoin d'écrire beaucoup. On parlait de positif tout à l'heure aussi, d'être optimiste et tout, et c'est vrai que ma coach, c'est ce qu'elle m'avait dit de faire. Tous les matins, j'écris un peu mes objectifs, ce que j'ai envie de ressentir aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, comment je veux le faire. Et le soir, de marquer 3 à 4 choses positives qui me sont arrivées, ça permet bah, de se centrer encore une fois sur des choses qui sont positives et parce que souvent on donne beaucoup plus d'importance au négatif, alors qu'en fait il s'est passé peut-être un truc de mal dans la journée sur 10 belles choses et nous on va voir juste la mauvaise chose alors que il y a plein de belles choses à côté. Donc ouais, j'écris beaucoup, je vide mon cerveau, j'écris tout ce que je ressens, ça me fait bah, un peu un journal en fait. Hein. Et ouais, je vide mon cerveau et je respire et méditation, et l'ASMR, ouais, ça me fait beaucoup de bien. Après, je pense que chacun a sa technique, mais moi, en tout cas, c'est ce qui fonctionne sur moi, donc voilà. Ok. Bon, après, c'est le principe du podcast, c'est d'aller à la rencontre des méthodes de chacun, et c'est ce qui peut inspirer d'autres personnes qui écoutent le podcast. Et je trouve ça bien de pouvoir aussi aller voir qu'est-ce que font chacun de manière totalement différente, les outils qu'ils utilisent, comment ils font, et je trouve ça chouette de pouvoir du coup écouter comment dans chaque métier ou chaque individu on arrive à gérer son stress. T'as un métier où tu dois rester focus, parce que c'est important de rester focus quand on travaille dans le digital, je pense. Est-ce que tu as une méthode pour rester concentré longtemps et puis voilà, de pas avoir trop de coupures? Alors déjà, je travaille aux heures où je suis la plus productive. Je sais que moi, l'après-midi, il faut pas me demander grand-chose, on va dire, en termes de production, je parle. C'est-à-dire que bah, forcément, moi, je dois faire des stratégies, rédiger des posts, etc. Et forcément, il faut que l'inspiration soit là. Je veux dire, si je suis pas inspirée, il y a rien qui sort et il y a rien qui est produit. Donc, j'ai réussi à détecter un peu les moments où je travaille le mieux. Donc, moi, c'est vraiment le matin, assez tôt. Hein. Je fais en général un 7h, 13h bien chargé en termes de production de contenu. Et l'après-midi, on va dire que je fais ce qui me demande le moins de réflexion, où je peux un peu, entre guillemets, poser le cerveau, faire des choses un peu automatiquement, des choses un peu moins créatives, on va dire. Donc déjà, ouais, détecter, je pense, les moments où on est le plus productif, c'est important. Parce que ça sert à rien de mettre des tâches sur les moments où vous n'êtes pas productif, du coup, parce que au-delà de pas réussir à produire, en plus, vous perdez du temps pour faire autre chose, donc ça sert à rien. Donc ouais, moi, je me fais en général un 7h, 13h bien chargé, et l'après-midi, des plus petites tâches, des micro-tâches qui ont moins de besoin de réflexion, on va dire, moins besoin de créativité. Ensuite, je fais quand même des pauses régulières, c'est-à-dire que quand je suis bien, en général, soit je fais tout d'une traite, je fais mon 7h, 13h et je suis dans le flow, on va dire, ouais, je suis vraiment à fond, je vois pas le temps passer et j'oublie de manger, je me réveille après 14h et je dis, ah mince, faut manger. C'est mon ventre qui me rappelle en général. Donc, soit ça fonctionne comme ça et ça se fait vraiment naturellement parce que je suis passionnée par ce que je fais et genre, j'adore ça, donc je vois pas le temps passer. Soit vraiment, il y a des moments aussi où j'arrive pas à me concentrer comme ça 4-5 heures d'affilée et du coup, je fais tout en micro-tâches, c'est-à-dire que je fais tout
en tâche de 2 heures en général. Donc, je prépare mon planning le dimanche en général pour la semaine entière, voire même. En fait, je rectifie ce que je viens de dire. En fait, le 31 du mois ou le 30 du mois, je planifie mon mois entier. Donc, je sais exactement en termes de tâches ce que je vais avoir à faire pour mes clients, pour moi, pour ma communication, etc. Donc, je planifie à l'avance sur le mois entier tout mon agenda, en posant d'abord les choses impératives en termes de date et le reste après. Et après, tous les dimanches, je revois mon calendrier pour la semaine suivante pour adapter s'il y a eu des changements, etc. Je pense que déjà planifier, moi, ça me permet d'être sereine parce que je suis très stressée, j'ai besoin de contrôler les choses. Donc, le fait d'avoir tout écrit sur mon agenda en ligne, déjà, je sais ce qui va m'arriver dans la semaine. Je peux lâcher prise là-dessus. Déjà, je sais que tout rentre, que j'ai même du temps libre. En général, je me bloque une après-midi dans la semaine où je mets absolument rien pour les retards, les urgences clients, les choses comme ça. Comme ça, je sais que j'ai le temps, je maîtrise. Et ensuite, je fais des blocs de temps de 2 heures en général, donc 2 heures à travailler pour un client. Ensuite, je fais une pause, je fais sport, je sors prendre l'air, je fais un truc, hop, et je reviens sur 2 heures. Mais en général, le matin, j'avoue que pas trop besoin de faire de pause. En général, le matin, je fais un 7h midi, 13h. Et l'après-midi, par contre, j'ai besoin de pause parce que là, mon cerveau, il a un peu plus de mal à fonctionner, on va dire. Mais voilà. Et après, j'essaye de couper un petit peu aussi les week-ends. Ça, c'est pas trop respecté, mais depuis la fin du confinement, mais depuis 2-3 mois, là, depuis le mois de mai surtout, je me force à pas travailler les week-ends parce que c'est vrai qu'avec le confinement, ça faisait quasiment 1 an que je bossais aussi le samedi et le dimanche parce que j'avais rien d'autre à faire. Et là, je commençais à saturer et là, j'en pouvais plus. Donc là, je me force aussi à me bloquer les week-ends. Mais voilà, dans l'idée, en gros, c'est ça. C'est vraiment de trouver les moments où on est le plus productif, de planifier le mois et la semaine et de se garder du temps off pour les retards éventuels, les urgences, etc., pour être sûr de tout contrôler, d'avoir le temps de tout faire et de se garder des moments off justement pour se reposer aussi parce que quand on est trop dans le rouge, à un moment, ça explose, quoi. Et ouais. Quand je t'écoute, j'ai vraiment la sensation d'avoir en face de moi une personne hyper déterminée. Est-ce que je vois juste ou? Ouais, déterminé, très maniaque du contrôle, c'est ça. J'ai besoin de contrôler les choses, je suis un peu maniaque sur les bords et ouais, j'aime pas trop l'imprévu, quoi. Donc j'essaie de prévoir au max l'imprévu, même si on peut pas. Mais ouais, je prévois même des blocs de temps au cas où il y a des choses à faire en urgence aux clients, au cas où. Et puis si jamais il y a rien et que tout va bien, je prends de l'avance du coup sur ma semaine suivante, tout simplement. Ouais, en tout cas, c'est une super méthodologie. T'es super super organisé. Je crois que je vais t'appeler pour prendre des cours. Sur l'agenda. Ouais, surtout sur les agendas quand on veut communiquer sur ne serait-ce que sur un podcast ou enfin voilà, c'est jamais évident on peut avoir une bonne idée, se lancer, mais je pense qu'après c'est important aussi pour se développer d'avoir les bonnes stratégies, les bons conseils et les bonnes d'avoir un expert qui t'accompagne et qui t'aide, quoi. Je pense qu'on a des compétences, mais on peut pas être compétent de partout, quoi. Donc, il faut savoir aussi bien, comme tu disais tout à l'heure, c'est justement bien s'entourer pour pouvoir faire les choses bien. Et puis, finalement, ça permet aussi de faire descendre sa pression et son stress, d'être bien entouré. C'est ça. Moi, clairement, si mon agenda n'est pas fait, je ne suis pas bien du tout, hein. Vraiment, mon agenda, c'est tout. Si je contrôle, si je me lève le lundi matin et qu'il y a rien dans mon agenda que je l'ai pas prévu, je me sens pas bien. J'ai besoin de mon agenda, j'ai besoin de tout contrôler, de savoir ce que je fais dans une semaine à telle heure. Je me sens pas bien sinon, mais vraiment, c'est peut-être un peu grave, mais ouais, voilà, je suis comme ça. Bon, non, c'est pas grave, hein. Chacun a besoin d'identifier ses besoins et ça, c'est un besoin vital apparemment pour toi. Clairement. On arrive sur la fin du podcast. Je voulais te demander finalement quels sont tes secrets pour avoir un bon mental et rendre accessible tes rêves. Alors les secrets, j'ai pas de secrets en soi, je suis pas préparatrice mentale, donc à prendre avec des pincettes, mais je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a déjà se fixer des objectifs et mettre en place un plan pour atteindre cet objectif-là, parce qu'on peut se dire ok, je sais pas, je vais être champion olympique, mais si derrière on n'a pas un plan pour y arriver et qu'on s'entoure pas des bonnes personnes, ça peut être compliqué. Donc je pense que déjà pour avoir un bon mental, ouais, il faut se fixer des objectifs, il faut régulièrement se demander qui on est, dans quelle direction on va, qu'est-ce qui nous fait vibrer.
En fait, je pense que c'est pas avoir un bon mental, c'est surtout être heureux, en fait. Enfin, c'est la même chose. Enfin, non, c'est pas la même chose, mais pour moi, ce qui compte le plus, c'est de me sentir bien. Donc, c'est vraiment régulièrement de me demander, OK, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que tu veux arrêter de faire? Qu'est-ce que tu veux continuer de faire? Et une fois que ça, je l'ai déterminé, que je suis en phase avec ça, que je suis en accord avec mes valeurs et que je me sens bien, bah, je me choisis mes objectifs pour les prochains mois et du coup, j'essaie de les atteindre du mieux que je peux avec les bonnes personnes autour de moi et en me fixant des petits objectifs et en me concentrant sur le positif, quoi. Je sais pas si je réponds bien à ta question, mais... Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est ta réponse et je la trouve très pertinente. Pour terminer, est-ce que tu aurais des citations qui t'inspirent au quotidien et qui te guident? J'ai un dossier rempli de citations, hein. J'en ai pas qu'une. Ouais, j'ai un dossier, je suis très citation, j'aime beaucoup ça. Donc j'ai un dossier, j'ai un dossier avec plein de photos de citations et classé par, ouais, je suis un peu maniaque du rangement, mais classé un peu par thème, genre si ça va pas, pour me motiver pour le sport. Donc j'en ai plein, mais celle d'aujourd'hui, c'est laquelle? Celle que tu as utilisée aujourd'hui? Je reprends voilà, c'est ça. Celle que j'aime beaucoup et qui est valable sur le très long terme, on va dire, c'est celle d'Oscar Wilde, qui est « Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris ». Je la trouve super belle, cette citation, parce que ça veut tout dire. En fait, ça veut dire tu vis pour toi, pas pour les autres. Donc, tu fais tes choix à toi, qui sont en accord avec tes propres valeurs. Tu fais des choses qui te font vibrer toi, pour toi. Et il y a que comme ça, je pense qu'on va loin. Si on fait quelque chose un peu à contre-cœur, déjà, on n'est pas heureux. Et en plus, on vibre pas et on n'est pas heureux, quoi. Donc, ouais, sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Je la trouve plutôt belle, cette citation. Ça sera le mot de la fin. On restera sur cette belle citation. Morgane, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé pour le podcast. Et merci à toi surtout. Je te souhaite un bon développement, une bonne continuation et que voilà, que tous les projets que tu vas mettre en œuvre, réussissent et qu'on puisse te voir régulièrement accompagner des athlètes dans leur communication ou dans des événementiels ou autres. Merci beaucoup, merci à toi pour l'invitation et puis pareil, longue vie à ton podcast et à tous tes projets. Merci beaucoup, à très bientôt. C'était Parlons de votre mental, votre podcast pour explorer les ressources psychologiques et outils de préparation mentale utilisés par nos invités qui, j'espère, t'auront inspiré pour les expérimenter dans ton quotidien. Si toi aussi tu souhaites partager tes expériences et comment tu t'y prends pour booster et muscler ton mental, n'hésite pas à me contacter. Et si tu as apprécié ce podcast, je t'invite à le liker, laisser un commentaire et à le partager.